Retrouvons le grand studio d'RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 11 juin 2001 autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Fabrice, Carlos et Pierre Bernard. Puis-je vous proposer quelques-uns des sujets de philo sur lesquels les candidats au bac ont planché? Je peux? Allez. Philippe. Alors, il y en a un qui est fabuleux, là, mais pas facile, hein. La question « Qui suis-je » admet-elle une réponse exacte? Oh oui, il y a Pierre Dac qui y a déjà répondu. Oui. Je suis moi, je viens chez moi et j'y retourne. Oui. Bon, c'était terminé, bon. Vous pourriez dire d'ailleurs ou Courge aussi. Ou Courge, également. Ou et c'était Carmé qui disait quand on est parti de rien et qu'on est arrivé à pas grand-chose. Non, c'est Pierre Dac. Pierre Dac. On a de merci à dire à personne. Ce qui est très vrai. Ça, c'est formidable. Oui, il y a Groucho également qui disait je suis parti de rien et très vite je suis arrivé à la misère. Ensuite, donner pour recevoir. Est-ce le principe de tout échange? Oui. Si on n'est pas malin, oui. Mais ça, c'est un sujet pour De Vier-Joncourt. Oui, voilà. Ouais, c'est un bon sujet pour elle. Elle a donné son corps, elle a reçu de l'argent. Oui, absolument. Et puis, alors ça, mais ça, c'est peut-être un peu sérieux pour vous. Notre connaissance du réel se limite-t-elle au savoir scientifique? C'est intéressant, ça. Oui, une belle c'est intéressant. Je vous propose d'actualité. Les pauvres gosses. Je vous propose qu'on réfléchisse jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à la prochaine session. Et puis, on en reparlera. Je me rappelle mon sujet de philo au bac, moi. Ça me revient brusquement. Allez, c'est quoi? Je serais bien incapable de le refaire aujourd'hui, d'ailleurs. Dis-nous, petit. Quelle est la nature du plaisir esthétique? C'est très beau. Et vous avez rayé esthétique? Non. Non, j'y suis quand même allé. Mais je serais bien incapable de le refaire aujourd'hui. Qui d'entre vous serait capable de repasser son bac aujourd'hui? Ceux qui l'ont pas passé, ils ne pourraient pas le repasser déjà. Non, mais il y a un candidat de 77 ans aujourd'hui qui oui. Alors, au bout du fil, un vétérinaire très connu, c'est le docteur Rousselet-Blanc. Bonjour, docteur. Bonjour. Salut. Salut. Alors, cher docteur Rousselet-Blanc, j'ai besoin de vos compétences parce qu'il y a 2 dépêches qui méritent une explication. D'abord, la première nouvelle vient de Sydney. Les fermiers australiens disposent maintenant d'un vaccin anti-flatulence pour lutter contre l'effet de serre dont peuvent être responsables leurs bovins. Alors, vous étiez au courant d'abord des dangers des flatulences bovines? C'est le thé catalytique qu'ils ont inventé en définitive, c'est ça. Et alors, les flatulences bovines, pas plus que les nôtres, je veux dire. Ça serait d'ailleurs très sympathique s'ils pouvaient faire une extension de cette invention, qui est une grande victoire de la recherche médicale, hein, bien sûr. Pour les humains. Pour mon chien aussi, Elliot. Et puis c'est vrai, certains humains, certains copains à moi qui, à la fin de banquet, se livrent à des concours d'un très mauvais goût, si je peux m'exprimer ainsi, quoi. Et bon, mais c'est vrai qu'il y a du méthane dans les flatulences des bovins. Il y en a beaucoup. Il y a 60 millions de tonnes par an en Australie, paraît-il. C'est énorme, hein. Enfin, c'est vrai par rapport à 1,5 milliard de Chinois, je sais pas ce que ça représente, hein. Mais sur le plan physiologique, ça vous semble possible? Tout à fait. Il suffit simplement d'immuniser contre certaines bactéries de l'intestin qui sécrètent ce méthane, hein, qui génèrent ce méthane. Alors, une deuxième nouvelle sur laquelle nous avons besoin de vos lumières, et celle-là, elle vient de Berlin. Oui. Un jardinier allemand a mis au point une plante qu'il a surnommée la plante anti-pisse et qui coupe toute envie aux chats et aux chiens de venir faire leurs besoins. Oui. Vous étiez au courant de ça? Une plante odoriférante, oui. Elle sent très très mauvais. Alors déjà c'est pas marrant d'aller se balader dans les jardins allemands, dans les potagers allemands. Oui, c'est vrai que les chiens causent quelquefois des dégâts, les chats aussi, ils vont faire un petit peu pipi par-ci par-là, quoi. Mais ça, c'est surtout dans les villes, hein, qu'il faudrait trouver des plantes à mettre sur les trottoirs, parce que c'est là qu'il faut le plus de dégâts. Enfin, c'est vrai que le chien peut être repoussé par certaines odeurs, mais curieusement par là, le chien est attiré par des mauvaises odeurs, et notamment, il adore se rouler dans le crottin, dans des choses comme ça. Et puis, il est en revanche fortement repoussé par les parfums. Mais est-ce que ça coupe l'envie de faire pipi ou si ça dissuade le chien? Non, tu le fais ailleurs. Il vaudrait mieux que ça dissuade, parce que si ça coupe l'envie de faire pipi, ça va aboutir à des troubles très graves, dont nous serons les seuls, nous autres vétérinaires, bénéficiaires. Oui. Non, il va faire ses besoins ailleurs. Ah oui, non, ça ne sert à rien, finalement. Il va chez le voisin.
Enfin, ce sont deux grandes avancées de la science au service des animaux, et je remercie chaudement, chaleureusement, le docteur Rousselet-Blanc de nous avoir dit ce qu'il fallait en penser. Bravo. 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 Non, parce que si ça marchait avec les humains, ça serait formidable. Tous les prostatiques, on mettrait des plantes. Justement, les prostatiques, c'est pas... ils font pipi tout le temps. Ils font pipi en bégayant. Non, ils font pipi tout le temps. Oui. Oh oui, non, c'est pas drôle. Moi, j'en suis resté à la phrase de Feydeau qui faisait dire à un de ses personnages: si j'étais riche, je pisserais tout le temps. Si vous ne fermez pas les yeux, ouvrez les oreilles. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes. Monsieur Bertrand Delanoë a accepté que la Grande Roue soit maintenue sur la place de la Concorde. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Moi, je trouve ça navrant. Ah bon, moi, je trouve ça bien. Ah, moi, je trouve ça très en bien. l'air la perspective de ça, alors là... Alors, écoute, Attendez. À l'origine de ce maintien, il y a une pétition de 90 000 signatures où on relève les noms de Johnny Hallyday et de Carlos. Oui, je suis le président du comité de soutien de la Grande Roue. Oui, moi, je trouve ça plein bien. d'autres. Il y a Deschamps, il y a... Explique-moi ce que ça ajoute à la beauté de la... C'est beau. Sur la place de la Concorde, c'est beau. Bah oui, on n'a peut-être pas tous les mêmes... C'est beau. Tous les gens qui sont en vadrouille par là ont une façon de voir Paris extraordinaire parce qu'ils se baladent tous On les... peut la mettre ailleurs. Ah mais là, t'as vu la perspective que c'est? Justement, la perspective, ça la Si vous voulez voir Paris, vous montez sur l'obélisque, c'est beau Oui, aussi. ça fait plus mal. C'est pas raisonnable, Philippe. C'est pas raisonnable. Non, moi je suis alors absolument... Ah ben écoute, moi je suis tout à fait pour. Et je dis bravo à monsieur Delanoë. Alors franchement... Non, mais c'est quand même, ça prouve qu'on est dirigé. Ah oui, non, on sent qu'il a de l'imagination, qu'il y a du caractère. Moi je trouve ça bien. En plus, ils vont la mettre ailleurs après. Où est-ce qu'ils vont très la joli. Je sais pas, ça c'est la mairie de Paris qui décidera. Je trouve que c'est... À Nogent. Tous les Pourquoi trucs pas de Paris, ça part à Nogent. La Grande Roue de l'exposition de 1889, où est-elle? Elle est au Trocadéro. À Vienne. Au Prater. À Vienne, bravo. Elle est au Prater. Absolument, Vienne. Mais à Londres, ils en ont eu encore plus grande. Oui, non, moi je trouve ça beau, les yeux des gamins qui regardent ça. Ah oui, les mots, C'est vrai que lorsqu'on est dans la Grande Roue, c'est-à-dire quand on participe à ces attractions... Quand on est au pied, on voit rien. Non, mais c'est magnifique. Donc, quand on s'immobilise là-haut, c'est vrai que c'est très très beau. Là, la vue est absolument sublime. Vous êtes monté? Bien sûr. Oui, écoutez. Moi, ça me fout les monté à la Grande Roue? Ah ben il faut y aller, Vous n'y avez pas été? Non. Oh, écoutez, vous êtes déjà monté à la Tour Eiffel, quand même. Oui, c'est pour ça que c'est pas la peine de recommencer. C'est pas la même vue, c'est pas la même vue du tout. Non, c'est pas la même vue. Et puis quand on descend les Champs-Élysées... Vous êtes monté là, au sommet de l'Arc de Triomphe? C'est vrai que de la Grande Roue, on voit la Tour Eiffel. Alors que de la Tour Eiffel, on la voit On pas. a du mal, oui, c'est vrai. Au sommet de l'Arc de Triomphe, vous êtes monté? Oui. Non. La Tour Saint-Jacques? Non. On peut monter à la Tour Saint-Jacques. En ce moment, elle est en réflexion. Mais bientôt, vous pourrez. Et sur la grosse Lulu, vous êtes monté? Je suis monté plusieurs fois sur la grosse Lulu. Et vous savez ce qu'on voit quand on est monté sur la grosse Lulu? On voit Jacques Maillot qui attend son tour. Elle est aussi place de la Concorde, la grosse Lulu. Madame Doba de Condé-sur-Escaut, la mégapopole. Qu'est-ce que c'est beau là, avec le printemps, c'est magnifique. Attendez, ça s'arrange. Et étant donné les travaux qu'ils font, les premiers touristes qui, grâce à nous, commencent à déferler. Les pissenlits sont en fleurs. Allez-y. Vraiment, c'est charmant. Allez-y doucement. Moi, Condé-sur-Escaut, j'adore, vraiment. Alors, Madame Doba demande, que se passe-t-il si l'on vous touche les parties gélogènes? Ça va par deux, les parties gélogènes? Il y en a plusieurs. Est-ce que ça fait pas de l'électricité ou des choses comme ça? Non, enfin, je veux dire. Vous pensez au général? Ce sont des chatouilles, ça fait rire. Ce sont des chatouilles, ça fait rire. Bonne réponse de Fabrice et merci à Pierre Bellemare. Nous avons des zones gélogènes comme nous avons des zones érogènes. Et ce ne sont pas les mêmes. Hein. Non. Si c'est bien fait, ça ne doit pas vous faire rigoler. Nous avons en ligne, comme chaque après-midi, et ça nous réjouit beaucoup, parce que c'est un de nos pères fondateurs,
notre académicien, je dis notre parce qu'on a l'impression qu'il fait à la fois partie de notre académie et de la sienne, Jean Dutour. Bonjour Jean. Bonjour mes petits lapins. Je fais d'abord partie de l'Académie des grosses têtes. Hein. J'y étais avant l'autre. C'est vrai. Et vous avez eu du mérite parce que on vous a dit, si mes souvenirs sont exacts, que pour mériter la seconde, il fallait abandonner la première et vous avez refusé. Mais finalement, j'ai eu les deux. C'était un bon calcul, non ? Vous êtes toujours là ? Oui, oui, mais il n'entend plus. Il y a un moment d'absence. Il n'entend plus. Tu peux parler un peu plus fort, tu es gentil. Le monsieur vous dit qu'il a eu les deux finalement et que c'était un bon calcul. Oui, oui, voilà, bien sûr. Ça. Il y avait un danger. Oui, tout à coup, il y a eu un silence. Là, je me suis dans le vide. C'est pas la peine, Jean, il n'entend plus rien. Il n'entend plus rien. Je voyais Philippe j'ai un très mauvais retour, pas d'âge, mais de téléphone. Ouais. Bon, alors voilà, je suis là, prêt à déconner. Oh, déconner et aussi montrer que vous êtes vraiment l'érudit d'entre les érudits. Oh, est-il mignon. J'ai une question pour vous qui est sans doute la plus difficile que j'ai été amené à poser dans le domaine culturel ou assimilé. C'est une question de Monsieur Chantraine. Où le philosophe Proudhon passa-t-il sa nuit de noces? Ça vous fait rire? C'est que je suis pas voyeur, moi je sais pas où je suis. Est-ce qu'il était seulement marié? Alors d'abord, quel était le nom de sa femme? Roger. Oh là là. Bertrand. Maurice. Flora Tristan. Elle est connue? Elle devrait. Elle a un nom d'abord qui semble sortir d'un vaudeville du 19e siècle. Et ensuite, vous savez que Proudhon, il avait des idées, mais il avait aussi des ennuis. Alors, il avait des ennuis, Proudhon? Oui, bien sûr. Ah bon, des ennuis de quel ordre? Mais c'est ce que je vous demande. Ah pourquoi? Et puis il avait des histoires de prostate? Alors on a dit la Bastille, c'est pas tout à fait C'est exact. en prison. Mais il a passé sa nuit de noces en prison. Mais je vous fais ça depuis 1 heure. Oui, mais attendez, les gestes à la radio, c'est du gâchis, hein. Oui. C'est pour vous parce demander que ça, l'autorisation. Si je les avais vus, vos gestes, moi j'aurais compris tout de suite. J'ai essayé de vous souffler, Jean, mais ça n'a pas passé. Ah tant pis. Alors, on va essayer de vous donner une chance de rattrapage Ouais. sur cette question du mariage de Proudhon. Mais alors on pouvait comme ça faire se marier en prison à cette époque-là? On n'a rien inventé alors. Il a passé sa nuit de noces en prison parce que sa femme, qui se prénommait Euphrasie, mais dont vous allez me donner le patronyme, n'a pas voulu le quitter ce soir-là. Fenouillarde, Camembert, Ratinois. Je connais rien à la famille Proudhon, qui d'ailleurs m'emmerde, je peux pas vous dire à quel point. Je connais qu'un truc de lui que je trouve super con, c'est la propriété, c'est le vol. Oui. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est vrai, mais pas comme il le dit. Oui. C'est-à-dire que quand on est propriétaire, on risque de se faire voler. Oui. Eh ben, elle s'appelait Euphrasie Pigard, mais ça va revenir. En 100 ans, je l'aurais pas trouvé, mon petit lapin. Eh bien, Jean Dutour, merci, bravo et à demain. C'est notre dernier rendez-vous pour aujourd'hui dans les grosses têtes dans la nuit des temps. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 11 juin 2001 avec Jacques Maillot, Bernard Mabille, Fabrice, Carlos et Pierre Bellemare. De Monsieur Tabar, qui dispose de 5744 mots pour le désigner dans l'arabe ancien du Coran, alors qu'Allah lui-même n'en a que 99. L'amour? Non. C'est un personnage? Personnage, c'est beaucoup dire, mais enfin, c'est une créature, oui. Le cheval? Non. L'âne? Le chameau? Le chameau. Le chameau. Bonne réponse de Fabrice. C'est le chameau. Vous saviez pas ça, Monsieur Bellemare? Pas du tout. Je reconnais. En Afrique du Nord, on ne vous a jamais proposé d'échanger votre femme contre des chameaux? Vous voulez parler du dromadaire, bien sûr. Moi, je lis ce qu'il y a sur mon carton. Il y a marqué le chameau. Je cherche pas midi à 14h. Il y a une façon facile de savoir. Dromadaire, c'est une bosse, c'est ça? Le dromadaire, c'est une bosse et le chameau, c'est 2. C'est facile de savoir parce que le chameau a 2 syllabes.
Donc c'est 2 boss. Ah bah voilà, un moyen mnémotechnique. Voilà. Alors, bien les moyens mnémotechniques. On a 3, donc il a 3 boss. Il y en a un autre, la stalactite qui tombe et la stalagmite qui monte. Ouais. Vous allez avoir du mal à la replacer, celle-là. C'est pas facile. Le chameau blatère. Et la le fourmi dromadaire déblatère. Vous avez bien une petite histoire de chameau dans le désert? Non. Le monsieur qui veut faire l'amour avec un chameau et qui se balade avec une dame. Ouais, Rappelle-toi tes années à la Légion. Non, Philippe, Non. je n'ai pas d'histoire de chameau. Avec une chamelle alors. C'est drôle, comme moi, je me rappelle mieux de vos histoires que vous. C'est possible, vous savez, il y a racontez-la, tellement longtemps Philippe, qu'on en alors. raconte. Non, c'est pas mon métier. Bon, Philippe, soyez pas timide. Là, c'est un auditeur qui tient à l'anonymat et qui m'envoie quelques petites blagues méchants, horribles, des blagues comme Pierre Doris les aime, vous savez. Avec sa femme et C'est des petits dialogues autour de la table familiale. Dis maman, pourquoi papa a un bleu? Si t'aimes pas le bleu, mange autour. Dis maman, ça veut dire quoi colis pour l'Éthiopie? Tais-toi et entre dans le paquet. Ah oui, c'est charmant. Oui, c'est très mignon, oui. On comprend qu'il veuille garder l'anonymat. Question culturelle, parce que c'est quand même notre vocation première. Question de Monsieur Marandon. Pourquoi y avait-il autrefois des anneaux de fer aux portes des églises? Pour les chevaux. Les chevaux n'avaient pas le droit d'y rentrer. Pour les pèlerins. Pour accrocher quelque chose, non, les... C'était pour les pauvres. Non. Pour fermer les portes? Non. Pour la foudre. Non. Pour tendre Bon, une cherchez entre vous, je vais faire du courrier. Pour tendre une chaîne et au-delà, les droits de ceux qui entraient étaient respectés. C'est-à-dire que si un prisonnier entrait, franchissait là, on tendait une chaîne là et les hommes du roi, de la maréchaussée, prisonnier, en fait, quelqu'un qui était poursuivi par la maréchaussée. Il lui suffisait de toucher l'anneau. Voilà. Il bénéficiait de ce qu'on appelait déjà à l'époque le droit d'asile. C'est une excellente réponse de Pierre Bellemare. Oh, Pierrot. C'est le droit d'asile. Je demande le droit d'asile. Oui, c'est le principe. J'aime bien le prononcer comme ça. Non, ça s'appelle une maison de retraite. C'est l'histoire d'un cannibale ukrainien qui a été condamné à 15 ans de prison pour avoir tué et mangé sa femme. Oh, bah ça, c'est pas méchant. Alors, le président lui a dit, mais pourquoi avez-vous découpé le cœur, le foie et les reins? Ben, il dit, je suis boucher de profession, c'est la viande qui pouvait être vendue. Il a été la vendre au marché. C'est pas méchant, je veux dire. Et il s'est acheté de l'alcool avec le produit de la vente. C'est normal. Et ce qu'il n'a pas pu vendre, il l'a servi à des amis en leur disant que c'était du bœuf. Oui. Et en plus, c'est généreux, je veux dire. C'est convivial. Moi, je trouve ça... C'est un type sympathique. Il a tout découpé. Oui. Tout. Oui, mais après, il l'a fait revenir à la poêle, de toute façon. Elle pouvait plus revenir, elle était morte. Il a gardé l'oignon. Vous aimiez ma femme, eh ben reprenez. Mais la vache folle, ça vient peut-être de tout ça. Vous vous souvenez du cannibale japonais? Oui. Il y en a un bouquin sur lui. Oui, mais bien Qui coule des jours heureux. C'est une vedette chez lui. C'est quoi, une vedette. il a publié un bouquin qui a battu tous les records. Il est interviewé régulièrement par toutes les télévisions du monde. Il est dehors, hein? Bien sûr qu'il est dehors. Parce qu'il a été considéré comme fou par les Français. C'est ça, ouais. Il a été récupéré par son papa qui est un milliardaire japonais. Et une fois qu'il est arrivé au Japon, il a été libéré tout simplement. Il est découpé en lamelles, c'est ça. Oui. Il a inventé la pirade. Elle s'appelait comme ça? C'était une Hollandaise qui l'avait découpée. Ben, elle était plate. C'est en retrouvant quelques morceaux dans le réfrigérateur que tout ça a été connu. C'est une vedette, mais vraiment une vedette. C'est-à-dire qu'un monsieur qui veut épouser une dame et qui demande sa traçabilité, faut se méfier. Dernière citation de Monsieur Borel de Murol, qui a dit: la peur de l'ennui est la seule excuse du travail. Ça peut être Alphonse Allais. Alors, c'est un contemporain d'Allais. Jules Renard. C'est Jules Renard. C'est une bonne réponse de Carlos. Bravo. Merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.